Salut tout le monde, bienvenue donc au Léo Rugby Club pour cette première émission de rentrée puisqu'on est au mois de septembre, fin septembre, et donc avec moi aujourd'hui deux chroniqueurs, de bons chroniqueurs. D'abord à ma gauche Damien, ça va Damien ? Il est bon celui-là, bonjour. Il est bon celui-là. Vous voyez tout de suite, il est dans la blague, immédiatement. Est-ce que ça va ? Ça va bien, ça va. Ça va. Et devant moi donc Ludo, ça va Ludo ? Ça va, mais je n'ai aucun humour. Ah bon, bah super. Vous allez voir qu'effectivement, il n'aime pas grand chose. Mais bon, non, il aura peut-être quelque chose à dire en termes de coup de cœur. Oui, ouais, ça m'arrive. C'est vrai, un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur avec de vrais bisous et de vrais cœurs. Maintenant, les personnages sont installés, c'est parfait. C'est bon, c'est parti. Donc vous avez le journaliste, vous avez le béotien qui regarde le rugby à la télé, et vous avez le père Fouettard. Le pratiquant. C'est ça. Oui, il a fait du rugby lui au moins. Il a coaché en plus. Voilà pour le pédigré du monsieur. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler de différents sujets. Après, on verra en fonction du temps si on les abordera tous aujourd'hui. On va faire un petit point sur les résultats du week-end dernier, donc le week-end du 17 septembre 2016. Et également deux sujets. Un sur le format du top 14 parce qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là, au sujet du top 14. Et c'est pas nouveau. Et puis un petit débat sur le 13, parce qu'on n'en parle pas souvent, il faut être clair, le rugby à 13 est le parent pauvre de la famille rugby. Donc on va faire un focus là-dessus et pourquoi ça ne décolle pas, pourquoi ça ne veut pas prendre en France. Et ensuite, effectivement, deux petites rubriques, les coups de cœur et les coups de gueule des chroniqueurs. Donc chacun, normalement, aura un coup de cœur et un coup de gueule. Et puis un focus insolite sur le rugby fauteuil, qui n'est pas un rugby pour moi, mais bon. Et qui a été proposé aux Jeux paralympiques. Exactement. Tout à fait. Et donc vous pouvez voir quelques petites images si vous allez notamment sur le site officiel ou sur chez les confrères de France Télé. Exactement, chez nos amis de France Télé qui d'ailleurs ont retransmis sur France 4 et France O. Et donc vous aurez peut-être pu apercevoir du basket fauteuil, mais en fait c'était du rugby. Du murder ball. Voilà, il y a une différence assez subtile concernant le bout du terrain. C'est ça, on en parlera tout à l'heure. Mais ça castagne, mon Dieu. Et ça castagne. C'est violent. Oh là là. Je me croyais dans Cobra. Le rugby. Exactement. Alors on va commencer effectivement par l'essentiel des résultats de ce week-end on va pas rentrer dans les détails de chacun des résultats. Déjà au niveau du top 14 de la 5e journée, une surprise déjà, c'est le Loup qui bat Toulouse à domicile. Oui, je vois les chroniqueurs qui font une tête. Alors on est lyonnais, donc du coup le Loup, ça nous parle. Moi je suis toulousain d'origine, donc moi Toulouse, Stade Toulousain ça me parle. C'est pas parce qu'on est à Lyon que ça nous parle forcément en positif. Oui, voilà. tout de à fait. Suite amener le débat. Autant être clair. C'est-à-dire qu'il y a encore 6 mois j'étais à Grenoble et tout était beau là-bas, il y avait Fabrice Landreau à la tête de l'équipe. Depuis, je suis parti, visiblement. Ça se passe il y a moins bien. beaucoup de choses qui ont changé en 6 mois. Ils sont partis avec toi, en fait. Tout le monde est parti en même temps. C'est ça se passe moins bien. Donc, la première surprise, c'est effectivement le Loup qui gagne 25-20 contre Toulouse. Ça fera partie de mes coups de gueule, donc j'y reviens pas. Et puis, effectivement, globalement, les gros ont gagné ce week-end. Et par un gros score, Clermont 40-16 contre Bordeaux, Castres a gagné contre Grenoble 46-9. Et vrai que Grenoble, c'est un peu la cata en ce moment. Oui. On peut faire une petite aparté en disant que depuis que Fabrice Landreau est parti, effectivement, la transition a beaucoup de mal à se faire. En plus de ça, il y a des soucis visiblement financiers. Alors moi, ça me fait marrer puisque j'étais en poste pour d'autres médias à Grenoble il y a à peu près 6 ans et j'ai vu ce club monter. Le président Chérec qui nous vantait les mérites du club en disant « Regardez, on n'est pas comme les footeux ». À l'époque, il y avait encore du foot pro à Grenoble. Ouais, on n'est pas comme les footeux, on ne dépend pas que de la télé. Regardez, il y en a un pool d'investisseurs qui nous suit, avec évidemment, dans l'ombre, évidemment, le parapluie de Capgemini. Mais en fait, on se rend compte que peut-être que les droits télé ont rendu, et ça ce serait un débat mais pour plus tard, peut-être que les droits télé ont rendu le top 14 et peut-être Grenoble un peu naïf ou feignant, ou peut-être les deux. Et je suis tombé des nues quand j'ai vu cet article comme quoi le FCG avait quelques petits soucis. Je me dis mais c'est pas possible quoi, je veux dire. T'as pas ça petit. Je crois qu'il a fait une litote. C'est ça. Après Ils ont juste demandé pour ceux qui sont pas au courant. Évidemment, je suis qu'à moitié étonné. Il y a
des causes qui font que. Il y a effectivement ce côté que je trouve un peu peut-être feignant à se laisser un peu bercer par les droits télévisuels. Il y a aussi d'autres choses, notamment le fait qu'aucun des 2 stades de Grenoble n'appartient au club, ce qui fait qu'en fait il y a une location à chaque fois, donc le stade Lesdiguières appartient à la ville, le stade des Alpes qu'ils ont chippé au footeux, tiens justement, appartient à la communauté d'agglomération, donc des entités différentes, donc à chaque fois des impôts locaux, bref. Et puis aussi des stades de toute façon qu'on ne peut pas valoriser pour le bien du club, voilà, dont on ne peut, enfin c'est pas un outil de travail. Pour le pour ceux qui sont pas au courant, le club a demandé une réduction de salaire alors qu'on est au début de la saison aux joueurs, ce qui est quand même assez hallucinant. Alors, sachant que beaucoup de monde est déjà parti en plus de ça. Il y a un déficit de plus d'1 million d'euros, il me semble aussi. Donc c'est pas un petit déficit. Non, c'est pas non plus un petit budget non plus, parce que 1 million d'euros, on serait plutôt dans des budgets de Pro D2 ou de D3 Elite, tiens, autre idée de débat peut-être. Oh putain, pour plus tard. Mais chaque chose en son temps. Mais bref, ça fait quand même mauvais genre, quoi. En plus de ça, Landreau qui se barre. Enfin bref, voilà, c'est toute une symbolique, tout un cycle qui s'achève. En tout cas, c'est une saison, enfin pour moi, qui sera quasiment condamnée pour Grenoble. Là, ils accumulent un retard qui ne pourra pas être rattrapé, sauf catastrophe de la part du Loup, qui peut arriver. J'ai confiance au Loup pour ça. Je te sens tellement pessimiste pour Grenoble. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Selon toi, il reste encore Wisniewski, quoi. Ouais, mais justement. 3 points plus 3 points plus 3 points, ça peut marcher, non? Tout à fait. Sur une saison, ils arriveront à faire un score d'un seul match. Oui, tout à fait. C'est vite voir justement le Loup qui avait des 3 points contre Toulouse, donc c'est sûr que ça peut marcher, mais qu'une fois. Pour revenir justement un peu rapidement sur le Loup, tu parlais de leur victoire. J'étais le premier surpris honnêtement sur cette victoire. Alors on voit il y a toujours le même problème chez le Loup pour moi, c'est-à-dire on donne tout pour la première mi-temps. Et puis on s'écroule complètement en deuxième, on se fait rattraper jusqu'à potentiellement perdre le match d'ailleurs dans les dernières minutes. Ça s'est joué d'ailleurs à quelque chose comme ça. Heureusement qu'il y a eu énormément de pénalités de la part de Michalak. 6, je crois, il en a mis. Il y a eu beaucoup de fautes de main de Toulouse et surtout beaucoup d'indiscipline. Et voilà, donc c'est encore une fois, on va dire que j'aime rien. Tu as le droit, Ludo. Mais c'est ton personnage. Tu as le droit. Pour moi, c'est pas une victoire du Loup en fait. Ça fera partie de mon coup de gueule. Donc globalement, au niveau du classement, parce que là on est effectivement sur les résultats, donc au niveau du classement, donc Clermont, comme d'habitude, mène le championnat pour perdre à la fin. Alors j'avais une autre question, juste parce que tu me parles de Clermont et des gros du championnat justement, qui globalement, à part Toulouse, ont gagné. Racing contre Toulon, c'est quoi alors? C'est un gros contre un gros ou c'est un nouveau gros contre un ancien gros qui rapetisse? Donc juste pour rappel, le Racing qui a gagné contre Toulon en 41-30 avec bonus offensif. À domicile pour le Racing, donc Toulon qui a perdu à l'extérieur, ce n'est pas forcément infamant, mais quand même 41-30, ils n'ont pas tellement tenu le coup. Ils se sont pris 40 points, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Après, bon, je sais pas trop. En fait, je pense que de toute façon, dans ce genre de championnat, il ne faut pas justement regarder match après match. C'est justement vraiment le truc qu'il ne faut pas faire dans ce championnat à 14 clubs. Il faut regarder vraiment la tendance. Or, aujourd'hui, Toulon, voilà, avec son président chaud bouillant, comme diraient certains, il regarde que match après match, c'est la crise tout de suite derrière, alors qu'il faut regarder au bout d'une dizaine de journées juste pour où on en est. Et là, vraiment, effectivement, agir. Mais là... Moi, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme pour Grenoble. What did you expect? C'est-à-dire que c'est la fin, mais c'est une fin de cycle. C'est-à-dire que voilà, c'est comme Grenoble l'après Landreau qui est compliqué à faire. En plus, il se barre en début de saison. Enfin bref, genre j'ai fait une super transition, mais je me barre quand même. Mais là, pour le coup, on avait vraiment une fin de cycle avec le départ non seulement de l'entraîneur, mais également pas mal de joueurs qui sont en partie partis à Lyon. Mais en fait, bref, c'était une fin de cycle. Donc, d'une certaine façon, on ne peut pas s'attendre comme ça à reconstruire une équipe en 3 mois. Enfin... À ton avis, toi qui as justement coaché, c'est quand même compliqué de réapprendre les bases, de refaire une dynamique de groupe avec un nouvel entraîneur en plus de ça. C'est quand même compliqué. C'est vrai que Grenoble, comme tu dis, n'est pas non plus on peut pas trop leur taper dessus en soi. C'est vrai qu'il leur arrive. Je parlais plus de Toulon en évoquant Grenoble en exemple, mais c'est vrai que c'est pareil. On peut prendre exactement les deux pareils. Bon, sauf que Toulon, il y a un problème avec leur président aussi. Moi, ça c'est autre chose. Mais tu vas me dire à Grenoble aussi.
Mais Grenoble, dans sa construction, était une équipe qui était faite justement pour perdurer, on va dire, en milieu de tableau pour moi, sur du top 14, etc. Et là, même s'ils ont tout perdu, il y avait quand même une envie, il y a d'autres joueurs derrière, il y a d'autres joueurs qui ont du potentiel. Et là, actuellement, il n'y a plus rien. D'ailleurs, pour preuve, ça allait être dans mon coup de cœur. Je changerai de coup de cœur en cours de route. Je m'inquiète pas plus que ça. T'as une liste de coups de cœur. Mais voilà, enfin, ils sont tellement rares que du coup, je les écris. Donc vous allez connaître le personnage, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, moi, je trouve ça beau que les joueurs baissent leur salaire. Ils ont accepté de baisser leur salaire quand même pour jouer pour ce foutu club. C'est vrai que la symbolique est jolie. C'est magnifique justement et en fait ils sont complètement abandonnés et moi ça par contre ça me fait vraiment vraiment mal au cœur quoi. Donc c'est une équipe qu'on condamne, qui a été condamnée par son président, qui a été condamnée par sa ville, qui a été condamnée par ses investisseurs, alors que les joueurs ils donnent encore tout pour pouvoir avoir la chance de jouer au top 14 et on sait très bien qu'ils vont être relégués. Enfin honnêtement j'ai pas vraiment envie que ça arrive mais enfin clairement je les vois pas se redresser. Et concernant Toulon, c'est quand même dur de refaire comme ça une dynamique de gros. Boudjelal, il en fume tout le monde et peut-être qu'il y croit même lui-même en fait, c'est ça le souci. Non, je crois que c'est un bon communicant. On peut pas s'attendre à ce qu'il redevienne champion. On n'est pas au foot. Dans son propre style, Boudjelal, c'est un peu Aulas, sauf que pour moi Aulas quand même c'est. Ça n'a rien à voir. Oui, je suis d'accord, ça n'a rien à voir, mais je pense que c'est surtout ils ont des qualités communes en communication, c'est-à-dire que les deux maîtrisent parfaitement les messages et maîtrisent parfaitement ce qu'ils disent. Après, c'est pas du tout la même stratégie, c'est pas du tout la même philosophie de management, mais en tout cas en termes de communication c'est exactement la même chose. Aulas il se met en avant, Aulas il se met il prend les coups, il prend les coups et Boudjelal fait un peu la même chose sauf que lui il en donne au travers, c'est-à-dire qu'il rend la patate c'est-à-dire que Boudjelal, parce que Grenoble est quand même un club formateur, on va quand même le rappeler, ce qui fait que s'ils tombent, parce que de toute façon c'est vrai qu'ils sont quand même mal barrés, mais s'ils tombent ils ont quand même un vivier qui a derrière et le centre de formation est assez performant. Donc en gros, si je comprends bien, parce que Aulas est aussi à la tête d'un club formateur pour ce qui est du foot, donc j'imagine que Boudjelal à Grenoble, là on a Aulas en fait. Purée, ça fait beaucoup de si quand même. C'est clair. C'est clair. Parce que là on est plus, Boudjelal, on est sur un club où il a mis des ronds, il a acheté des stars, on est plus sur du Claude Bèze à Bordeaux que sur du Nasser El Khelaifi. C'est ce que je dis, c'est pas la même stratégie, c'est pas le même management. Voilà, c'est pas tout à fait la même stratégie. C'est ce que dit Léo. Moi, je confirme tous ces dires. C'est que seulement, au bout d'un moment, Boudjelal, en fait, c'est un très bon communicant, etc. Mais comme tu disais aussi, Damien, il s'emprisonne aussi dans son personnage. C'est-à-dire que parfois, je pense que ce mec, en fait, en rajoute des caisses, vraiment des caisses, pour faire parler de lui, pour faire parler de son club, pour faire parler de ses idées. Malheureusement, comme on disait, il part un peu trop partout. Il part sur la politique, il part sur les faits divers, il part sur le rugby. Part sur ton club, ce sera déjà beaucoup, comme fait Aulas. Aulas, on n'entend pas parler d'autre chose ou de quoi que ce soit. Il parle de son club. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense que son club en paye les frais. Mais bon, après aussi à Toulon, c'est comme tout. Le président ne fait pas tout. Il y a les joueurs aussi, il y a l'entraîneur. Et puis voilà. Et pour le moment, ils sont pas dans un réel bon cycle de par leur stratégie de voir match après match. Et une dernière fois, c'est compliqué de relancer une équipe après une fin de cycle, quoi. Un peu de patience, merde. Oui, tout à fait. Les dirigeants du Loup t'ont entendu. Oui, alors, non, mais le problème du Loup, c'est que c'est des cycles de 2 ans. On monte et on redescend, c'est ça le souci. Peut-être cette année, on sera sauvé. En tout cas, Grenoble. Oui, c'est exactement ça. Je vous rappelle qu'il y a deux relégués. Je vous rappelle. Voilà. Donc, c'est pas encore gagné. Donc, en tout cas, vous condamnez Grenoble. Après, ils sont pas encore totalement en retard. On est qu'en début de saison. Juste devant eux, il y a Bayonne à 1 point devant. Après, effectivement, il y a un léger trou avec Toulouse et Bordeaux à 9 points. Mais c'est vrai que c'est la dynamique en fait qui inquiète. Très clairement par rapport à Grenoble, c'est clair que c'est pas rassurant. Mais je vous propose qu'on close sur le top 14 parce que sinon on peut parler des heures. Oui, je crois. Et là, le conducteur, oui, parce qu'on a un conducteur, on va pas le respecter. C'est Sam. Juste pour très rapidement. Maître Léo qui a la maîtrise du conducteur, vous le voyez pas, mais. C'est ça, c'est moi qui l'ai, parce qu'on fera pas comme les autres, il n'y aura pas de câble de webcam, je t'avoue dire. Alors, Pro D2, donc très rapidement, 4e journée, donc. À noter de nouveau une défaite de Biarritz et surtout la descente en enfer de Perpignan. Enfin, vraiment, là,
c'est pas bon. Il y a un vrai souci, oui, avec ce club. Oui, parce que... Alors, autant Narbonne, c'était plutôt attendu, parce que Narbonne, ça fait plusieurs fois qu'ils flirtent avec la ligne de flottaison. Ils se font sauver à chaque fois par des clubs qui sont administrativement relégués. Et c'est surtout qu'eux-mêmes devaient être relégués, en fait. C'est ça. Ils devaient être dans le même train que Tarbes, que Bourgoin. Alors, Tarbes est tombé, mais pas Bourgoin. Pas Bourgoin, ouais. Et Narbonne devait tomber aussi, mais n'est pas tombé. Ouais. Mais ça sent le roussi, faut être clair. Donc, Perpignan est très inquiétant. Enfin, moi, je m'inquiète beaucoup de Perpignan, un club phare. On s'inquiétait de Biarritz l'année dernière. Oui, tout à fait, mais là, ça a l'air d'être coup-ci, coup-ça, un petit peu mieux, mais pas plus que ça. Non, en tête, Aurillac, qui avec la domination de Lyon, n'a pas pu monter parce qu'ils ont raté les phases finales, mais cette fois, Aurillac est de nouveau en tête. Et puis, surtout, les deux clubs qui sont montés de fédéral, incroyablement, se débrouillent bien. Soyons Angoulême est 4e, et Vannes, surtout, le club breton, Vannes est 10e. Mais ça fait presque... Avec 2 matchs nuls. C'est des pôles régionaux plus qu'autre chose, en fait. Soyons Angoulême, ceci étant, il y a La Rochelle à côté. Voilà. Mais Vannes, c'est vraiment l'équipe de Bretagne. Mais si tu remarques aussi, Aurillac, c'est un peu pareil pour Clermont. Clermont est en tête, Aurillac est en tête aussi. Comme tu disais, c'est vraiment de la région. Ça aussi, c'est très très important à noter. D'ailleurs, par rapport à Angoulême, ce qu'il faut savoir, c'est une ville qui investit énormément dans ses infrastructures, excusez-moi, pour rajeunir énormément tout ce pôle loisirs et ce pôle sport, et leur relative réussite m'étonne à peine en fait. D'accord. Parce que c'est vraiment une ville qui donne tout pour le sport, tout pour le loisir, et on commence à voir ces villes à monter dans les différents sports qui touchent, et là avec le rugby j'en suis vraiment très très peu étonné. Aurillac, j'en suis pas du tout étonné par contre. Aurillac, ça va être probablement le favori de la Pro D2, parce que l'année dernière c'était vraiment très juste, et c'est Lyon qui les a empêchés de monter, mais Aurillac est très bien parti. Un bon club avec une bonne filière aurillacoise, effectivement dans l'ombre de Clermont, mais vraiment... C'est peut-être justement ce qui les aide, c'est d'être sur un terreau de rugby avec un club dominant, et d'une certaine façon être l'autre club de la région, le deuxième. Regardez, on est là. Oui, à voir après comment ça se passe. Si vous trouvez les matchs de Clermont trop chers, venez nous voir. Moi, ce qui me ferait rire... Je me moque, mais c'est vrai que ça participe d'une dynamique. Oui. C'est-à-dire que s'il y a un club qui... des clubs qui travaillent bien ensemble peuvent profiter finalement de leur... Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Biarritz, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Mais je me permets cet aparté-là, ne faites pas l'erreur de croire que parce que vous allez voir un match de Pro D2, vous allez voir un match qui est forcément moins intéressant qu'un match de top 14. Non, mais moins cher. Allez, on accélère encore. Rugby féminin, deuxième journée. Blagnac qui est en tête devant Montpellier et Lille après cette deuxième journée. Je rappelle également par rapport à l'année dernière que Perpignan s'est fait descendre. C'est pour ça que je vous dis que c'est une descente en enfer. Perpignan qui est son club. Mais les filles, ça allait déjà mal. Oui. C'est ça, et donc ils sont fait descendre déjà administrativement l'année dernière, et là vraiment c'est la cata. Donc voilà. Et les Lilloises ont survécu alors à la descente du club des mecs alors. Oui, les Lilloises se sont elles sont championnes de France en titre. Elles ont battu Montpellier, donc oui, elles se débrouillent très bien même. Beaucoup mieux. Bravo. Bon, je passe sur les résultats anglais et celtes, parce qu'on y reviendra beaucoup plus tard quand le championnat sera avancé. Juste un petit mot, parce qu'on est... au début aussi. Ouais, c'est ça. Juste un petit mot quand même sur le rugby japonais, parce que voilà, il faut... Le championnat est reparti au Japon, et il y a un ou deux Français, je crois, qui sont sur place. Là, tu dois le savoir, moi je ne sais pas. Ou d'anciens du top 14 également. Moi je ne sais pas. En tout cas, au Japon, donc, ils ont changé de formule. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont poule unique, match aller. Top 16, voilà. Non, mais c'est poule unique, match aller, c'est ça qui est génial. Voilà. Oui. C'est le foot américain, c'est la NFL. Ils ont tout compris. Ou pas. Presque. En tout cas, voilà. Et puis... Alors l'an prochain, il y a une D2 par contre qui se prépare, donc c'est un peu une saison de transition. Ça fait un peu 2 ans que c'est une saison de transition. Ça fait un peu beaucoup de saisons de transition, je trouve. Voilà, bon, ça c'est perso. Et donc, également ce week-end, il y a eu les résultats du Championship, la 4e journée des Four Nations, avec la Nouvelle-Zélande qui défonce tout le monde. Enfin, faut être clair, là, cette année, qui a gagné, il me semble. Qui a gagné le championnat en plus. Ah oui, c'est fait. 4e match, victoire de nouveau, et donc ils ont gagné le Four Nations à la 4e journée, ce qui est déjà énorme. Alors le Four Nations que eux appellent modestement The Rugby Championship.
C'est-à-dire, mais oui. Il n'y a rien d'autre. Cherchez pas tous les... Voilà. Cherchez pas, il n'y a que ça. C'est presque un programme marketing en SWAT. Non, ce qui est assez hallucinant, c'est que la Nouvelle-Zélande domine tout. Le Super Rugby, il y avait 3 clubs néo-zélandais sur 4 en demi-finale. Enfin, c'est une boucherie. C'est une boucherie. Et donc, les Nouvelle-Zélande qui écrasent les autres nations du Sud, ça inquiète beaucoup. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce que je trouve que du coup, pour la prochaine Coupe du Monde, je suis très très inquiet sur le suspense et sur le... Ils vont battre le record d'ailleurs de victoires absolues, il me semble. Il faut encore une victoire ou 2 et ils battent le record absolu de victoires. C'est ça. Incroyable. Encore une victoire ou 2 et on est presque au palmarès de la Coupe du Monde de rugby à 13. 2 pays. 3 pays. Ah, ça c'est un autre débat. On y reviendra sur le côté universel du rugby. Oh là là. Oui. Oh oui. Il y a beaucoup de débats qui nous attendent. Juste 2 résultats de rugby à 13, parce qu'il n'y a pas de Sevens en ce moment. Le Sevens, juste pour info, à la date d'aujourd'hui de l'émission, ils ont les poules de Dubaï, de l'étape de Dubaï, la première étape de rugby World Series, sont sorties. Donc, je les évoquerai plus tard quand Dubaï approchera ce mois de décembre. On a juste le programme de la première étape. Alors, la première étape, c'est ça, avec les poules de répartition. D'ailleurs, le Japon se retrouve encore dans la poule de la France, avec la vengeance des Jeux Olympiques. Non, on va parler de 13, donc il y a le Super Rugby 13 où les Dragons catalans, le Perpignan donc, continuent de perdre en deuxième phase. Je suis complètement halluciné parce que moi je suis au fur et à mesure des résultats. Les Dragons catalans étaient super bien positionnés pour se qualifier en demi-finale. Et puis finalement, pour cette année. Non, c'est toujours pas pour cette année. C'est pas pour cette année. C'est fou. Ils ont une stratégie. Je sais pas. Ça c'est du rugby fiction. Mais pour moi, c'est quand même un peu suspect. Je sais pas s'ils n'ont pas lâché l'affaire justement pour pas aller en demi-finale cette année et essayer de faire grossir un peu les petits genoux et là ce coup-ci frapper un grand coup l'an prochain. Mais ça reste du rugby fiction. Mais j'ai déjà vu des saisons comme ça où alors souvent pas couronné de succès. D'ailleurs, c'est souvent une fausse bonne idée. C'est ça. Bah oui. Mais parfois ça marche. Où justement tu fais exprès de reculer pour mieux sauter. Ouais, après, quand tu recules trop et que tu tombes dans le ravin, c'est un peu dommage. Et c'est un peu le souci. Après, l'avantage de la réorganisation de la saison de rugby à 13 en Angleterre, c'est qu'ils peuvent reculer sans tomber dans le ravin, puisque de toute façon, c'est la poule finale à 8, où il n'y a pas de relégué. Donc, c'est le tour demi-finale, si j'ose dire. Ouais. Et juste un mot sur le Toulouse Olympique qui a été mis en 3e division de Super Rugby à 13. Ils ont tout gagné leur match, sauf 2, donc un de saison régulière normale, et la finale d'accession. Mais pour 2 points, quoi. Pour 2 points. Alors après, j'ai pas vu le match, donc je ne sais pas s'il y a eu entourloupe de l'arbitre anglais, j'en sais rien. Mais pour 2 points, effectivement, ils ont perdu contre Rochdale, je crois que c'est ça. Je sais, ou Burnley, je ne sais plus lequel des deux. Rochdale, oui. Rochdale. Et donc Toulouse doit maintenant passer par 2 matchs supplémentaires d'accession. Voilà. Une demi-finale derrière et une nouvelle finale d'accession. Est-ce qu'ils vont y arriver? Parce que franchement, s'ils n'y arrivent pas cette année, alors qu'ils ont tout gagné, quoi. Enfin, ils ont été invincibles pendant quasiment toute la saison. Et voilà, on perd le seul match qu'il fallait pas perdre. Ce serait un très mauvais signal, en effet. Niveau moral. C'est gros coup au moral, un très mauvais signal. Il faut qu'ils s'en sortent là dans ces playoffs. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'ils s'en sortent, ça c'est clair. Et d'une certaine façon, ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau pour justement tenter ces playoffs-là et accrocher le 2e strapontin pour monter en championship. Exactement. Il n'y a plus qu'à le faire. Allez, sans transition, on va passer tout de suite au top 14 et au premier débat. Et donc on revient tout de suite pour le premier débat de l'émission. Donc ça concerne le format du top 14. Pour ceux qui ne savent pas, je vais faire une petite introduction avant d'entrer directement dans le débat. Donc aujourd'hui, le format actuel, c'est 14 clubs professionnels de première division, des clubs qui s'affrontent en match aller-retour sur une phase régulière, donc une phase régulière en match aller-retour. Donc ça correspond à 26 journées, puisqu'il faut, si vous êtes matheux, il faut savoir que c'est 14 clubs moins 1 fois 2 voilà. En match aller-retour. Et une phase finale, sauf que ces petits malins en phase finale, ils font des barrages. Donc en gros... Un quart de finale, globalement. Barrage. Barrage, souvent, justement, c'est souvent ça que j'entends autour de moi, c'est que barrage, ça veut rien dire, en fait.
c'est des cartes finales, c'est des wild cards, c'est des Voilà, bon, vous faites ce que vous voulez comme nom, mais en tout cas, ils ont mis une phase de quart de finale, effectivement, puis demi-finale, puis finale. Ça veut dire donc que le 6e peut gagner le championnat en ayant remporté 3 matchs. Et ça s'est fait en plus. Ça c'est fait. Ça c'est déjà fait. Ouais. Ça c'est déjà fait. Donc c'est la formule actuelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 29 matchs pour le club qui fait tout. Oui, qui ferait tout. Qui va jusqu'à la fin et qui remporterait donc le boulet. Et qui serait 6e justement, précisément. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que ce format qu'on a aujourd'hui est le résultat de beaucoup de transformations de la première division. Il faut savoir, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, dans les années 80, je tiens à vous dire que l'élite française, le maximum qu'on a eu, c'était 4 poules de 20 clubs. Donc on avait 80 clubs de l'élite. C'était génial. Je tiens à vous dire qu'au moins, il n'y avait personne de frustré au niveau président de club. C'est sûr que tout le monde pouvait être... Oui, mais ça fait très champêtre et pas très crédible. Exactement. Surtout au moment où le rugby n'est professionnel que depuis 95. Donc il faut s'imaginer que pendant très longtemps, c'est le rugby à papa, quoi. C'est-à-dire que c'était très champêtre. C'était des bagarres générales tout le temps. Le sport populaire. C'est ça. C'était très... Populaire du Sud-Ouest, parce que... C'est ça. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, arrivé à ce format-là, en passant par du top 16, du top 14, etc., avec des demi-finales, puis maintenant des barrages, effectivement, on arrive à une formule de ce type-là qui, effectivement, est plutôt équilibrée avec toujours des matchs aller-retour. Il y a une phase finale qui, effectivement, est plutôt haletante, puisque ça permet de rebrasser les cartes et donc d'avoir beaucoup plus de suspense en termes pour remporter le bouquet de Brennus. Il y a quand même un avantage donné aux 2 premiers puisqu'ils ne font pas les barrages, donc ils font en général un match en moins. Alors après, il y a toujours des débats à la mort moelleux, stupides sur « Ah ouais, mais du coup, comme ils font pas les barrages, ça veut dire qu'ils perdent le rythme des matchs parce que du coup, ils font une pause au milieu de la semaine. On en a rien à foutre. Ça se prépare, c'est des pros, donc on s'en fout. Et surtout, il y a 2 descentes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le top 14, il y a 2 descentes, 2 clubs qui sont relégués automatiquement. Alors, le vrai problème pour moi, donc là je vais commencer, puis on peut en débattre par la suite. Le vrai problème pour moi, c'est que avoir autant de clubs dans l'élite, ça génère donc beaucoup de matchs. Avoir autant de matchs de phase finale, parce que moi, franchement, les quarts de finale, je ne les comprends pas. Enfin, moi, je suis sincère, je vais être cash. Je ne comprends pas pourquoi il y a des quarts de finale, des barrages. En Angleterre, on est le seul pays à le faire. Ouais. Oui. L'Angleterre fait des quarts, fait des demi. La Ligue Celtique fait des demi. Demi et finale, exactement. Voilà, donc les 2 championnats, a priori, qui sont compétitifs par rapport au top 14, font comme ça. Je ne comprends pas. Et surtout, il y a un côté complètement faux cul on a une phase régulière, on cherche à faire des matchs aller-retour, on essaie de faire équilibrer, on essaie d'être équitable. Et puis au final, on fait 3 matchs à la fin pour rendre tout ça absolument pas équitable, puisque tu gagnes 3 matchs. Donc il y a un truc qui n'est pas génialissime dans cette chose-là. Alors, les tenants de cette formule te diraient que mieux t'es classé, plus tu as de chances de recevoir ton match, et donc forcément de rentrer d'argent, avantage du terrain, etc. etc. Donc il y a quand même un bonus à arriver devant ton concurrent au classement de la saison régulière. Mais je comprends ton point de vue, c'est... Voilà, ça reste 3 matchs qui décident du championnat, c'est vrai. C'est ça. Alors après, ça a toujours été la tradition du rugby, donc je ne critiquerai pas ça. C'est juste 3 matchs de plus, ce qui fait que maintenant on a donc 29 week-ends. On peut pas vraiment imaginer un top 14. J'entends tout le temps Moscato le dire d'ailleurs sur RMC, c'est le premier de la saison régulière qui est couronné. Non, je veux dire, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait... voilà, c'est ça, Clermont. Dis ça Clermont, toi, ouais. Dis ça Clermont. Oh punaise, les pauvres. C'est ça. Non seulement ils perdent en finale, mais en plus, ils ont cette petite, ce petit karma de merde qui fait qu'ils sont en plus de ça premiers de la saison régulière. Bref, c'est ça. Non, mais il y a quand même ce côté festif de la fin en disant ça se termine en bouquet final par une phase finale. Et franchement, c'est vrai que là, pour le coup, c'est véritablement une histoire de tradition plus qu'une histoire d'équité sportive d'ailleurs. Je suis d'accord. C'est plus une tradition. Dans ce cas-là, si on fait, c'est comme pour les sports américains, on peut dire que c'est fait pour la télé, mais non, en fait, c'est véritablement fait pour que ça finisse en bouquet final, quoi. Alors, bien sûr, après, je pense que du coup, c'est nous, les amoureux du rugby, en fait, on pense encore véritablement que c'est la tradition. On le pense vraiment. Moi, je le pense d'ailleurs aussi. C'est vrai que c'est complètement aberrant, cette tripotée de matchs. Moi, ce que je dis, j'arrive en fin de saison, je suis complètement mort. Comme par hasard, j'ai cavalé en tête toute l'année. Mes joueurs ont donné
leur maximum. Et derrière, ils vont encore faire un match en plus sur d'autres qui auront pu laisser passer certains matchs, etc., pour pouvoir un peu plus se reposer, on va dire, à un moment de la saison. Et ils vont m'étaler. Les Clermontois me comprendront sûrement dans mes propos. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, non, je suis désolé. Enfin, maintenant, aujourd'hui, dans le rugby moderne, c'est plus fait pour une fête. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas y croire. Je pense vraiment que c'est fait pour dégager encore plus de revenus, comme tu disais, d'ailleurs faire venir sur les stades et tout, etc. On multiplie les matchs, on fait plus de rentrées d'argent à ce niveau-là. Et puis derrière, c'est surtout... Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'à force de faire tous ces matchs-là, en plus le favori ne gagne pas, c'est pas vrai. Derrière, on crame toutes nos compétitions annexes en fait. Ce qui relance. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, mais je suis désolé. J'allais revenir à la charge avec ça, mais ça. Voilà, parce que le problème, c'est que justement, avec 29 matchs, donc 29 week-ends occupés par le top 14, il y a des doublons. C'est ça. D'accord. Et les doublons fait qu'effectivement, toute la manne financière de la télévision qui compte sur des affiches, qui compte sur ça, c'est complètement bousillé par le fait que des clubs. Contre des gros, ils se disent ah bah non, on est à l'extérieur contre un gros club, je envoie mes minots, ou mes pitchouns, si je suis du sud-ouest, voilà. Et du coup c'est pourri. Ça engage d'autres débats aussi, Léo, dans ce cas-là, parce que quel intérêt il y a dans ce cas-là à faire une Coupe d'Europe où on rencontre encore par match aller-retour les mêmes gars que tu as rencontrés en top 14, c'est-à-dire qu'il y a globalement que 3 championnats qui s'affrontent en Coupe d'Europe, que ce soit Coupe d'Europe ou que ce soit Challenge européen avec quelques invités, mais globalement tu vas te retrouver avec une poule, je sais pas moi, avec Toulouse qui affrontera Castres en championnat par match aller-retour et qui va tomber dans la même poule que Castres en Coupe d'Europe dans ce cas-là. Mais là, c'est véritablement un problème global de calendrier et de gestion du calendrier. Ça, c'est encore autre chose. Maintenant, j'ai encore un autre argument pour toi, Ludo. Moi, je suis président de club, par exemple. Regarde le tableau du top 14. Je veux que les habitants de ma ville viennent au match. Par exemple, le président de Brive ou je sais pas moi de Montpellier ou voilà, et je vais leur dire écoutez, venez voir mon match. Ah ouais, le public va répondre ok, on est combientième? On est 5e. Ok. Et puis l'objectif c'est quoi? C'est d'essayer de passer 4e. Ok. Pourquoi? Parce que c'est mieux d'être 4e. S'il n'y a pas une petite carotte qui te fait dire qu'il y a autre chose que simplement finir premier. Et c'est le cas en Angleterre avec les demi-finales. C'est vrai que comme ça, au moins, il y a cette espèce de carré final. Sinon, tu t'emmerdes les derniers matchs, honnêtement. Voilà. Il y a juste une place à prendre au tableau. C'est pas très sexy au final. Non, mais c'est pas faux. Si t'as rien à défendre, que t'as évité la relégation et que tu peux pas terminer premier et que tu sais que tu seras pas champion, il te reste quoi? Essayer quand même de figurer, je sais pas, essayer de finir 4e au lieu de 5e. Et du coup, ça en fait, c'est l'argument pour faire jouer plus d'une vingtaine de matchs et refaire après des quarts, des demi, une finale, etc. C'est-à-dire que, par exemple... Parce que donner de l'espoir, au final, pour donner de l'espoir, mais crever totalement ton effectif pour faire plaisir à un public, ton effectif déjà n'y croit de toute façon absolument plus, donc il va laisser passer complètement le match, se fera taper contre le gros qui va rencontrer, ou alors un peu, comme tu disais, sur du proche. J'avoue que, l'argument, il se comprend, comme tu disais, il s'entend, et il est parfaitement juste si tu es président de club. Tu as parlé en président de club. Voilà. Et je trouve que tu t'es parfaitement mis dans le rôle en fait. J'ai plus qu'à précéder. Reprends Grenoble. Mais mec, joue, c'est ma carotte. Faites plaisir au public, etc. Mais les gars, ils en ont plus rien à foutre quoi. Mais les gars, le public. Le public, ça lui donne un enjeu, ça lui donne une sorte de petit scénario aussi. Non, le problème... C'est juste pour voir la beauté du jeu. Vu le rugby qu'on a dans l'hémisphère nord, c'est pas tellement sexy le rugby en ce moment. Mais le problème de l'argument qui est donné ici, c'est que le problème de base dans le rugby d'aujourd'hui, en France en tout cas, je pense que c'est culturellement en France, c'est mon opinion, culturellement en France, quand tu as des matchs à enjeu en permanence, c'est-à-dire que comme tu as 2 relégués, tu as 6 places pour te qualifier en phase finale. Ce qui fait qu'il n'y a plus de ventre mou. Il faut être clair, ils ont créé ça pour ne plus avoir de ventre mou en se disant s'il n'y a plus de ventre mou, il y a de l'enjeu, donc ça va dynamiser les matchs parce qu'il y a de l'enjeu à tous les étages.
Alors que culturellement en France, tu observes très bien, à chaque fois qu'il y a trop d'enjeux, les matchs sont fermés. En fait, tout le temps, c'est défensif, c'est stressé. C'est trop. Les présidents sont stressés, les entraîneurs sont stressés, les joueurs sont stressés. Du coup, ça contre-joue, ça joue mal, ça joue pas très bien, ça fait des fautes de main, ça fait plein de trucs comme ça. Et au final, c'est contre-productif. C'est-à-dire que, ok, on peut se dire qu'un ventre mou, c'est pas génial parce qu'il n'y a plus d'enjeux, etc. Mais au contraire, pour moi, un ventre mou, ça veut dire que c'est l'occasion de développer. Ça te laisse le temps d'imaginer la prochaine saison. Ça te laisse d'imaginer de développer des jeunes, de faire monter des jeunes, puisque du coup, il n'y a plus d'enjeux. Donc, du coup, tu fais monter des jeunes puisqu'il n'y a plus d'enjeux. Donc, c'est toujours l'argument que tu donnes, c'est un raisonnement à court terme en fait. Ce n'est pas un raisonnement de stratégie, de stratège. Là où je te rejoins, et c'est vrai, c'est qu'il n'y a plus de ventre mou exactement. Et je trouve que cette formule-là actuelle, et c'est là véritablement où je vous rejoins, c'est qu'elle ne tient pas debout. C'est-à-dire que tu ne peux pas promettre au 6e d'être champion. Alors, ça surtout qu'en étant 6e, tu peux toujours être relégué. C'est ça qui fait peur. C'est ça. Voilà. Et ça, je trouve ça, mais même je trouve ça véritablement dangereux. Malgré tout, mais même d'un point de vue de joueur, et c'est pour ça que moi je défends plutôt à la rigueur une thèse, si vraiment on reste strictement, parce que là dans ce cas-là j'ai d'autres idées, parce que là il y a véritablement un problème européen au niveau des championnats, mais si vraiment on reste strictement franco-français, même d'un point de vue de joueur, de se dire ah bah cette saison j'ai au moins fini en place de demi-finaliste quoi. Voilà, il y aura au moins ça à marquer si tu veux à ma carrière quoi, ou à ma saison, pas ma carrière forcément, mais à ma saison, j'aurais dit ah j'ai fini quand même sur un petit accessite contre le gros. Au hasard Clermont. Voilà, et tu gagnes. Ça sera donc le running gag de toute l'émission. Entre Grenoble et Clermont, je pense que les deux. Les Grenoble, mais à Grenoble, tu sais quoi, c'est le meilleur exemple. C'est véritablement le meilleur exemple. Les mecs, ils ont compris. Et 2-3 ans de suite, moi, ça me rendait malade quand je regardais les résultats, quand j'allais voir ça. J'étais malade de ça. C'est-à-dire que j'étais là, les mecs, ils étaient en position d'arriver à cette 6e place et de se dire barragiste. Et donc, pour eux, eh ben, aux 3/4 de la saison, il restait quoi ? Il restait 5-6 matchs à faire. Ils se sont dit, on est sauvés. Il reste 1 point ou 2. Voilà, et tu les vois, tu as envie d'y croire, quoi. Ils sont 7e, 8e, voilà, ils sont à 2 points de, je sais pas, moi, n'importe quel poursuivant. Voilà, insérer un nom de poursuivant ici, Castres, La Rochelle, selon les années. Mais ça. Véritablement, mais le loup, ça risque pas. Ça risque pas. Ventre mou pour le. Enfin, faut espérer. Non, on a dit que ça mais bref. Milieu. Tout ça pour dire que. Au moment où ils sont en position, ils se disent ça y est, c'est bon, la saison est achevée, on est maintenu, et là, ils foutaient plus rien. Et là, il restait plus qu'un point à avoir. Et le problème, c'est que ce point-là, ils ne l'avaient pas. Et jusqu'à la dernière journée, tout le temps, 3 ans de suite, jusqu'à la dernière journée, ils souffrent. Et jusqu'à la dernière journée, t'es stressé. Effectivement, t'es stressé. Donc, t'es stressé dans le bon sens du terme, à 5 journées de la fin, parce qu'ils peuvent accrocher la 6e place, la carotte et tout. Et t'es stressé à la dernière journée, parce que tu te dis, putain, ils peuvent tomber, quoi. Et oui, non, effectivement, ce système-là, pour moi, est pervers, effectivement. Et il faut, voilà, à la rigueur, des demi et finales, c'est vrai que c'est un peu plus équilibré. C'est ce que tu disais, c'est long. C'est lent, ça devient même le public. Au bout d'un moment, on disait, tu vois, le public, au bout d'un moment, le public il va dire, tiens, potentiellement, je vais faire l'impasse. Selon si son équipe, ils savent qu'ils sont un peu plus retors que d'autres, ils vont dire, le quart, je vais faire l'impasse. Donc, passe direct en demi, et puis voilà, ça ira très bien. Ça, Le vrai problème, en fait, aujourd'hui, c'est que voilà, c'est un championnat beaucoup trop. Il y a trop de matchs, il y a beaucoup trop d'enjeux de partout, et culturellement en France, ça ne passera pas. Il y a trop dans le rugby 15. Non, mais moi, ça me tue, quoi. Je veux dire, on disait, en fait, le rugby 15, c'est le problème français. C'est-à-dire qu'on aime bien quand tout est compliqué, quand il y a plein de choses et tout, on aime bien ça. Alors, on intellectualise beaucoup. On comprend rien, il y a de plus en plus de règles, et on adore et on kiffe, et puis alors, ça reste entre nous. Maintenant, je vais juste proposer une petite ouverture. C'est que là, on est dans un débat qui est très franco-français sur le top 14. Oui. Moi, ce que je propose aussi, c'est de refondre tout le calendrier européen, c'est-à-dire que là, on a l'Angleterre avec 12 clubs, demi et finale, on a la Ligue Celtique, 12 clubs, demi et finale, on a la France, 14 clubs, quart demi-finale, on a 3 championnats qui pourraient
d'une certaine façon, avec quelques petits rabots, se valoir en termes de calendrier et qui connaissent des doublons à cause de la Coupe d'Europe, à cause du tournoi des 6 nations et surtout de cette Coupe d'Europe, de cette phase régulière de Coupe d'Europe qui n'intéresse personne. Encore une fois, mon exemple grenoblois, c'est que les matchs étaient joués à l'Hédiguerre devant 5000 personnes dans un stade, dans moins de 5000 personnes, dans un stade de 10 000. Quel est l'intérêt ? Les Coupes d'Europe, ça marche qu'à partir du quart de finale. Et là, par contre, le quart de finale, ça devient intéressant. Là, tu as stade 2 avec véritablement tout le dispositif. Et effectivement, et ils ont raison, parce qu'il y a de l'enjeu, il y a véritablement de l'enjeu, c'est le gratin européen qui s'affronte tous les ans. Moi, ce que je propose, c'est de fusionner les 3 ligues et de faire un play-off européen. Voilà. Comme ça, au moins, on s'emmerde plus avec les saisons régulières. Comme ça, on a un champion de France sacré. Et comme ça, on peut enfin sacrer Clermont champion. Il l'attendait. Sacrer Clermont champion. On peut classer le premier de chaque saison régulière champion de son pays et faire un putain de play-off qui sera intéressant enfin. Alors, le cher Damien est un fan de sport américain. Et moi, je trouve cette formule intéressante. C'est beau. C'est vrai que cette formule est intéressante parce qu'effectivement, ça fusionne les bonnes choses de chacune des formules. C'est-à-dire qu'effectivement... Alors moi, j'aurais quand même réduit le top 14 en top 12. Moi, je pense qu'il faut réellement réduire l'élite parce que je crois à la rareté. Je crois à la rareté. Il y avait des gens qui proposaient, par exemple, je reviens un peu au foot, je fais une déviation, il y a des gens qui proposaient la Coupe du Monde tous les 2 ans parce qu'ils se disaient que tous les 4 ans, les pays, les villes qui veulent acquérir la Coupe du Monde, ça se renouvelle pas assez, il faut attendre 80 ans avant que ça revienne dans la ville. Faisons une Coupe du Monde tous les 2 ans. Je fais, oui, mais si vous faites tous les 2 ans, les gens s'en foutront. Mais c'est ça. Parce qu'en gros, on aura une Coupe du Monde tout le temps. Tu tues les coupes continentales. En clair, les Coupes d'Europe, les Coupes d'Asie, les Coupes d'Afrique des Nations, ça n'existera plus. Et donc, pour moi, il faut créer la rareté. Donc, un top 12, moi, est nécessaire, avec une phase finale équivalente en Angleterre et en Ligue Celtique. La seule chose que je changerais probablement par rapport aux 2 autres ligues, c'est que je pense que le dernier doit être relégué, effectivement, mais je ferai quand même, pour faire un petit suspense, je ferai un petit barrage d'accession entre le 2e de Pro D2 c'est vraiment français. Et le 11e de Top 14. Franco-français. Oui, mais bon. Toujours un Ouais, mais un petit barrage, ça ferait plaisir. Et puis, ça rendrait plaisir aux gens qui aiment la complication. Je veux bien laisser cette petite part de complexité. Alors, par contre, ce qui serait effectivement intéressant dans ce barrage, c'est s'il était sur simplement un match aller-retour ou sur un seul match à la rigueur. Sur un seul match, ce serait encore pire que ça. Mais bref, mais plutôt que d'avoir une phase finale en Pro D2, effectivement, qui dure super longtemps. Enfin, qui dure 2 semaines, mais qui rajoute un petit peu aussi à ce... Pareil, qui rajoute également à ce stress. Évidemment, tu peux pas avoir... encore une fois, quand tu es président de club, tu peux pas stabiliser ton club dans une ligue. Tu es tout le temps en train de te dire, est-ce que je vais descendre, est-ce que je vais monter ? Non mais attendez les gars. Nous on végétait. En plus, à la LNR, voilà, c'est encore autre chose, mais bon. Dans la proposition de la LNR, ils proposent dès l'année prochaine de refaire la même formule en Pro D2 qu'en Top 14. C'est-à-dire que les 6 premiers se qualifient, il y a un barrage, il y a demi, il y a finale. Donc il n'y a plus de qualifié direct en fait. Et là on revient à ce côté justement très stressant où il y a trop d'enjeux. Voilà, c'est ça. En fait, faut vraiment trouver le juste milieu. Moi, Damien, après, moi j'adore ta proposition. Franchement, c'est pas de blague. J'aime beaucoup ta 6 matchs, ma proposition. Mais je veux dire, le truc, c'est si on fusionne, si on fait une super ligue, en fait, une super ligue rugby, enfin, moi, je vais pas reprendre ce terme, mais une super ligue d'Europe. Le truc, c'est qu'on sait clairement qu'il faudra laisser le pouvoir aux instances anglaises. C'est comme ça, c'est eux qui ont toujours tout décidé, c'est toujours eux qui ont fixé les calendriers comme ils veulent et tout, etc. Donc voilà, le problème, c'est si c'est pour créer en fait une ligue pour qu'au final on se retrouve en fait exactement là où on se trouve et que les Anglais vont s'avantager. Et je fais pas le Français qui aime pas les Anglais, hein, je veux dire, franchement. Voilà quoi. C'est pas son genre. Mais du tout. J'adore les Anglais. Il adore les roast beef. Ce que tu viens de dire, en fait, c'est véritablement l'argument qui va être avancé et par les Français et par les Celtes pour pas faire ça. Justement, en se disant de toute façon, même à 4, on pourra pas négocier à armes égales avec les Anglais. Alors, excusez-moi, le top 14 a le salary cap le plus élevé au monde, en tout cas en Europe, pour ce qui est de l'Europe. Après, effectivement, le super 18 désormais veut le régulariser d'ailleurs. Voilà, il est à 8,6 millions de livres, pour vous donner une idée. En Angleterre, il est à 5. On est le championnat le plus riche d'Europe, en tout cas du monde, hors Super League, hors Super 18, quoi. Et on n'a pas les moyens de négocier. Non, c'est véritablement parce que justement, c'est simplement parce qu'on n'a pas envie, en fait. Mais voilà.
Mais non seulement... C'est véritablement politique. Alors en attends, fait. non mais... C'est pas une histoire d'argent. On n'a pas envie. Et je suis désolé, On chers a des stades qui auditeurs, sont on n'a deux fois pas de plus gros couilles. que les stades Non, anglais. mais on n'a pas de couilles. Enfin, c'est tout. Tu sais, je vais dire, non mais au bout d'un moment, il faut briser le tabou. Faut dire ce qu'il y a. Tu sais, je vais dire, on est au niveau du sport. La France n'a jamais porté ses couilles. C'est comme ça. Que ce soit dans n'importe quel sport, je suis désolé, il suffit de voir dans nos compétitions pourquoi aussi on est tout le temps à la ramasse de partout, etc. C'est parce qu'on n'a pas les couilles de s'affirmer, de faire comme ça. Tous les sportifs, toutes les équipes qui ont gagné, c'était des équipes des sportifs qui avaient des couilles, des entraîneurs qui avaient des couilles. Enfin, c'est comme ça. Il y a surtout de la formation aussi. Voilà, il y a de la formation aussi, on est d'accord, je ne l'exclus pas. Mais du temps de Laporte, on avait des très bons résultats et tout, etc. Oui, j'aime Laporte, ok. Et oui, je veux qu'il soit président de la FFA. Bon, c'est un autre débat. Voilà, c'était donc son nouveau coup de cœur. Mais je veux dire, il faut absolument qu'on porte nos couilles. Et quand on dira aux Anglais, maintenant vous taisez avec les arguments que tu as avancés et qui sont très bons, les Anglais fermeront leur gueule, comme ils ont fermé leur gueule avec le Brexit, etc. Comme ça avait été le cas d'ailleurs lors de la création de la H-Cup. Tout à fait. Alors je vais juste parce qu'il faut qu'on avance du coup, mais je vais juste conclure là-dessus. Je pense qu'effectivement, je pense que la France peut avancer ses arguments face à l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que les Anglais, c'est pas des cons. Alors, du coup, je vais là en ligne. Ils sont pas cons parce que eux, ils veulent de l'argent. Il faut être clair. Les Anglais, ils sont pragmatiques. Ils veulent gagner de l'argent. Donc, si on leur explique que vous pouvez faire votre truc dans votre coin, on continue à faire des trucs dans notre coin, on continue à faire des phases de poule, ça va être pourri et ça va continuer à dégraisser au fur et à mesure. Il n'y aura plus d'intérêt. Les télés vont finir par un moment dire vous me présentez des matchs où il y a 2000 pèlerins dans le stade, j'ai plus envie. Donc je ne mettrai plus de ronds. Donc à un moment, il faudra faire cette révolution d'une manière ou d'une autre. Si on ne se met pas d'accord autour d'une table en disant, comme il y a eu effectivement la H-Cup qui s'est montée avec beaucoup de fracas, avec les clubs anglais qui ont fait le boycott de la première Coupe d'Europe, avec des trucs comme ça, mais il faut y passer, il faudra y passer. Mais je pense que la meilleure formule, c'est probablement celle que tu as dit. Je pense qu'il faut transformer les championnats en des divisions, ou comme dans la Super League, la Super Rugby en hémisphère sud. Chacun désigne son champion national, et puis les clubs classés dans les premiers s'affrontent dans des phases finales de coupe. Ça sera vraiment, en plus, ça, de nouveau, c'est la rareté. Les clubs français ne se rencontrent plus entre 4 fois l'année. Il faut arrêter, ça suffit. Et les clubs, même des championnats un peu plus inférieurs, on pourra faire des white cards, on pourra toujours inviter des clubs pour affronter des clubs moins bien classés dans les championnats majeurs. On peut le faire, c'est possible. Voilà, finissons sur une note positive. Oui, comme ça, clairement, on aura une chance de gagner. On va enchaîner tout de suite, parce que voilà, Ludo n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, on va enchaîner tout de suite du coup avec le deuxième débat. Et donc on va faire vite, hein, Ludo ? Très vite. Sur le 13. Tout va bien. Jingle. Alors qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Eh ben, le 13, Léo, tout va bien. Tout va bien. Oh Ludo, on sent l'ironie. Alors là, mes chers amis, je pense que là, c'est la meilleure intro de... Non, tout va bien. Mais bien sûr, tout va bien. Regardez, on n'en parle pas, donc tout va bien. C'est vrai. Bonne nouvelle, donc tout va bien. On n'en parle pas, on voit rien dans la presse. Si j'ai compté, tiens, sur une semaine, je me suis amusé à compter le nombre d'articles sur l'équipe qu'il y avait sur le rugby 13. Mais l'équipe, tu fais exprès alors, aussi. Non, mais attention, monsieur, je regarde TF1 et je lis l'équipe. Donc, vas-y. Donc, sans chercher dans les petites colonnes et tout, etc., un seul article. Il parlait de quoi ? Alors, il parlait, en plus, c'était... la défaite de Toulouse, je crois, non ? C'était la défaite... non, c'était pas la défaite de Toulouse. Non, c'était les Dragons, alors. C'est Dragons. C'était les Dragons, exact. Et en plus, je l'ai survolé parce que j'ai tellement rigolé que du coup, j'ai même pas pu le lire. Non, mais c'est vraiment un article de rugby à 13, ce truc. Et en plus, alors, accrochez-vous, il était en premium. Donc, j'ai même pas pu le consulter en entier. Donc, voilà. Donc, que vous dire d'autre à part que, écoutez, tout va bien. C'est un sport qui est en train de tomber dans un néant total. Peut-être que Léo, tu nous parleras d'historiquement pourquoi c'est le néant total. De toute façon, le rugby 13... c'est une fédération qui est complètement nécrosée, c'est-à-dire qui n'a pas envie de bouger, qui a tenté quelques révolutions. C'est justement pour ça qu'il y a eu un coup d'État en avril dernier, justement, pour changer, Exactement. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, mais non, mais véritablement, je suis d'accord avec toi, c'est un rugby pour moi que j'appelle un rugby consanguin, c'est-à-dire que non mais ça n'a pas changé, je veux dire. C'est vilain ça. Ça fait 40 ans.
Il y a eu un énorme succès du rugby dans les années 30 et dans les années 50, mais depuis, mais même les clubs historiques qui étaient soutenus, parce que il y a aussi tout un côté complètement illusoire, c'est-à-dire que tu as des clubs de village comme Pia, Lézignan. Lézignan Corbière, à la rigueur, c'est un tout petit peu plus gros. Oui. Non, mais t'as tout le pays des terres noires à la rigueur, mais bref, t'as plein de enfin voilà, t'as des clubs comme Pia qui sont descendus parce qu'il y avait juste pas il y avait plus la subvention de la ville, donc c'est un truc de semi-pro qui tient sur un fil parce qu'il y a un politicien local. C'est vraiment semi-pro, Ludo? Ils sont payés pour certains prime en élite, mais c'est tout. Ah oui, ils ont des primes, ouais. Voilà. D'accord. Non, parce que je savais pas trop si c'était le cas. Les deux seuls clubs pro qui existent en 13 jouent en Ligue anglaise parce que justement, Super League, c'est pas possible de faire ça en France parce qu'il n'y a absolument pas les moyens ni humains ni monétaires pour faire ça. Donc du coup, tu as Perpignan pour les dragons catalans, ma fourche à languer, et le Toulouse Olympique dont on a parlé en début d'émission. Et voilà, et la Ligue Élite sert de Ligue mineure, c'est-à-dire que tu as l'équipe réserve des dragons catalans qui joue en Ligue Élite 1, et tu as la réserve de Toulouse qui joue également dans cette même division. Et il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de relégation. C'est exactement ça. C'est encore plus consanguin, tu vois. Tu vas arrêter avec ce terme. Attends, sinon on peut parler des ligues américaines, où il n'y a pas de relégation non plus, attention. Mais t'as entièrement raison, c'est bien ça en fait le problème du 13, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais nous on végétait. Et c'est pareil en fait, peu importe le niveau en fait où tu vas jouer au 13, en fait tu vas végéter. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'accession, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien du tout. Ton seul, on en discutait autour d'un café la dernière fois, la seule promotion que tu peux avoir en fait quand tu joues au 13, c'est potentiellement te faire repérer par un recruteur du 15 et en fait tu auras réussi ta vie. Tu vois, c'est la seule chose. Ou alors maintenant, c'est encore pire, c'est que quelqu'un du 7 te remarque et que tu joues en 7. Parce que le 7, c'est devenu aussi beaucoup plus populaire que le 13. On va repréciser, c'est clair, quand tu es un gamin en 15, on te fait tout de suite miroiter que tu seras pro en top 14. Et si ça te suffit pas, t'as qu'à dire en plus de ça, tu seras sur le 15 de France et tu joueras à la Coupe du Monde, comment c'est classe. En 7, c'est pareil, tu essaies de convaincre un gamin de jouer au 7, tu vas lui dire mais tu vas voyager de par le monde, tu vas être sous l'égide de la Fédé, tu vas être en équipe nationale en plus de ça. Et si t'es bon, tu fais les JO. C'est classe les JO. Si t'es un gamin que tu joues au 13, tu peux te faire... Non, je vais essayer de pas être ironique. Ta perspective, c'est de jouer pour Perpignan, c'est de jouer pour les Dragons catalans et de jouer en Angleterre. Ça, c'est cool. Tu joues pour la France. La France, elle fait pas grand-chose en Coupe du Monde, sachant qu'en plus la Coupe du Monde s'organise. Le dernier match, France 13 contre Angleterre 13, c'était une boucherie. Il y a une Coupe du Monde une fois tous les 40 ans. Alors 44, non ? Plus. Ouais. Je crois que c'était 80-0. La seule victoire qu'on a eue jusqu'à présent dans la dernière Coupe du Monde en 2013, c'est contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est une nation émergente. Très très grande équipe. Mais tu rigoles, mais... C'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Non, mais le problème, c'est que... On rigole, mais c'est vrai. Non, mais Ludo, tu rigoles, mais eux prennent ça au sérieux, pas nous. Ah bah oui. Voilà, le souci. C'est ça le problème. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que, en plus de ça, ce qui est encore plus dommageable, quoi, véritablement, et c'est pour ça que il y a beaucoup d'attentes sur ce nouveau comité directeur, mais trop peut-être justement. C'est que le reste du rugby, si tu veux, le reste du rugby à 13 de par le monde a souffert pendant des années et maintenant se stabilise, commence à conquérir de nouveaux marchés. Il va y avoir, rigolez pas, un club de Toronto qui va jouer en League One britannique. Et tu te dis, mais c'est pas possible, ils vont faire 8 heures de décalage horaire. Et en plus, ça va coûter cher à des équipes qui, en plus de ça, font 4000 personnes, 4000 spectateurs de moyenne. C'est la 3e division anglaise. Sauf que, si tu veux, le club de Toronto, comme il est soutenu à bout de bras par un industriel local, il paye le voyage. Des clubs. T'imagines, donc Toulouse, si jamais ils sont pas promus en championship, ils vont aller jouer un match à Toronto et ce sera payé par le club de Toronto. Bref, fin de la parenthèse. Mais bref, tout ça pour dire, et en plus de ça, la Coupe du Monde va véritablement se tenir tous les 4 ans désormais. Il y a un effort qui est fait sur des marchés émergents. Alors, beaucoup trop tard par rapport au 15, avec un bassin de population qui est minuscule comparé au 15, à part en Australie. Mais bref, ça se bouge, sauf ici. Tu sais, on parlait des réformes tout à l'heure là, qui sont passées en avril. Tu sais que maintenant, du coup, la FFR 13
gère aussi le touch. Oui. Si ça, c'est pas une belle avancée. Moi, Et le rugby fauteuil 13, je crois qu'il promeut beaucoup le fauteuil 13. Ils sont beaucoup sur les... Oui. Exact, pardon. Moi aussi, j'ai fourché. Et tellement que j'aime ce sujet. On sent que tu as coaché en 13. Non, mais voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que le problème, c'est indépendant, personne ne veut y mettre des billes. On retrouve au final pas mal de problèmes du 15, si on remarque bien quand même. Ouais, sauf que c'est vraiment exacerbé parce qu'il y a moins de bassins de joueurs, il y a moins de clubs, c'est encore plus isolé en termes de région et de localisation. Il n'y a pas d'initiative pour rendre ça sexy en disant regardez l'autre rugby. Quoi. Mais imaginez déjà que, imaginez bien, en France, déjà le 15 est très régionalisé. Hein, le 15, vous dépassez la Loire, et même encore, je peux descendre en dessous. Vous tracez un trait sur la Loire, il n'y a que Paris, au-dessus, hein, il n'y a que Paris. Et Vannes. Et je pense même que si je trace au-dessus du Loup, il n'y a plus grand-chose. Hein. Et Vannes. Non, mais non, je parle de top 14. Ah. Et si vous regardez le 13, tracez un trait dans le sud-ouest, quoi. Non, mais c'est même pire que ça. C'est qu'à part Toulouse, Perpignan et le département de l'Aude, voilà, il y a 3 départements. Il y a 3 départements. Donc, globalement, le 13, malheureusement, ce qu'il souffre aujourd'hui, à mon sens, c'est effectivement de son histoire. Donc, effectivement, on va aller assez vite, mais globalement, il faut savoir que le 13 a été banni en tant que sport, mais alors banni, mais alors interdit. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus pratiquer le sport. Dans les années 40, donc sous le régime de Vichy, il a été banni. C'est-à-dire J'adore cette histoire. Oui, non, mais c'est énorme parce qu'en fait, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait c'est énorme parce qu'en fait, il faut se rendre compte que dans les années 30, évidemment, quand le rugby a commencé à émerger, c'est le 13 qui a émergé. Le 15 s'est effondré. C'est un peu comme aujourd'hui. C'est effondré parce qu'en fait, en 1932, le 15 s'est fait virer du tournoi des 5 nations à l'époque, parce qu'il y avait de l'amateurisme marron, c'est-à-dire qu'on donnait quelques petites primes de dédommagement à des joueurs qui étaient amateurs pour les dédommager de ne pas avoir travaillé à l'usine. Et les Anglais n'ont pas aimé, ils ont exclu le rugby à 15 du tournoi des 5 nations. Il n'y avait plus aucun intérêt à jouer au rugby à 15. Et à ce moment-là, il y a des petits malins qui se sont dit tant qu'à faire, autant jouer en pro pour de vrai, donner des vraies primes, quoi. Et le 13 s'est implanté en France et a tout de suite pris à mort. Exactement. L'histoire du rugby fait que le 13 est symbole du premier professionnalisme. C'est-à-dire que la scission qu'il y a eu au départ entre le 13 et le 15, c'est du fait que les ouvriers, qui était de la masse populaire, étaient payés avec des primes. Et ça n'a pas fait plaisir à l'élite du rugby qui disait « Non, mais c'est quoi ce bordel ? C'est un jeu. C'est un jeu, c'est plus un sport, c'est un jeu le rugby, donc vous ne devez pas être payé, c'est de la passion. » Et donc le 13 est né comme ça. C'est un sport de classe. C'est un sport d'ouvriers, populaire. C'est un schisme de classe sociale. Exactement. Et donc il y a eu la même chose en France dans les années 30, donc il y a eu le même phénomène. Et ce sport est vraiment devenu très très puissant dans les années 30. Ça a été cassé complètement par le régime de Vichy qui a justement dit « Non mais vous déconnez pas, c'est tout ce qui est sport doit être associatif, doit pas être rémunéré, doit pas être professionnel. Voilà, tous les donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Été bannis, c'est clair. C'est terrible. Ce qu'ils ont fait, du coup, le régime de Vichy, c'est que ils ont non seulement dissous les clubs, à la limite, on dissout les clubs, pourquoi pas, on peut les reconstruire après. Non, ils ont confisqué les maillots, ils ont confisqué les salles, ils ont confisqué les stades, qui étaient propriété des clubs, ils ont tout confisqué. Et donc, comment tu peux reconstruire le 13 à partir de rien? Mais vraiment rien. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont donné à qui ces équipements? Au club de 15. Qui jouait avec des maillots du 13, ce qui est très drôle, parce qu'on voit les maillots du 13, c'est des V. Et cette histoire, elle est reprise. Il y a un ressentiment absolument phénoménal en France des 13istes par rapport aux 15istes. Mais je l'ai entendu, mais je l'ai entendu 1000 fois cette histoire. Et j'ai toujours entendu ça sous l'angle. Alors, parce que forcément, avec les constructions historiques, les histoires qu'on se passe de père en fils, de mère en fille, etc., on a toujours cette histoire des méchants 15istes qui ont volé les 13istes. Mais ils le sont. Vous avez deviné, Ludo est donc 13iste. On va juste rappeler qu'il y avait des raisons géopolitiques à ça. C'est-à-dire que le 13 était lié aux îles britanniques et qu'on était justement, c'était le régime réactionnaire, fasciste, tout ce que vous voulez, corporatiste, du maréchal Pétain, donc qui a banni tous les professionnalismes dans les sports où c'était implanté, où c'était dans les mœurs. Ils ont quand même banni le tennis et le catch. La première division de football était même, d'ailleurs c'est pire que ça, la première division pendant un an avait même été régionalisée, c'est-à-dire qu'il y avait des équipes de région. Enfin, voilà, bref, mais le rugby à 15, comme il s'était justement fait jerter du tournoi des 5 nations, pour les gens du régime de Vichy, c'était le rugby pur, national, déconnecté des Anglais, des méchants Anglais. Et je trouve que le 15
devraient pas être très fiers de cette histoire-là. Parce que finalement, non pas qu'ils soient méchants, mais qu'ils ont été véritablement utilisés, instrumentalisés par le pouvoir en place. Et par contre, jamais ils ont rendu le matériel. Et non. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'il y a une association qui a même carrément attaqué en justice, il me semble, si mes souvenirs sont bons, la Fédération française, la FFR 15. C'est très actif, je crois que c'était le nom de l'association, qui avait assigné en justice pour justement un dédommagement historique, etc. Bon, c'était un petit bout d'histoire, mais en tout cas... Et le rugby à 13 n'avait même plus le temps, j'en termine juste avec ça, n'avait même plus le droit de s'appeler rugby. Ça s'appelait jusqu'en 93. Ouais, voilà. Jeu à 13. Jeu à 13. Ouais. Donc c'est juste pour replacer du coup cette chose-là, c'est que le 13 aujourd'hui a beaucoup souffert. Il y a eu, voilà, le 13 s'est toujours senti lésé par rapport au 15 parce que voilà, il y a l'histoire. Donc effectivement, je vais conclure là-dessus. Le rugby à 13 ne s'est jamais nommé rugby à 13 qu'à partir des années 90. C'est-à-dire que ça s'est toujours appelé jeu à 13, ce qui a toujours rabaissé ce sport comme étant un jeu, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas être un sport, ça ne pouvait donc pas être soutenu par des associations sportives, par le ministère des Sports, ça ne pouvait pas être soutenu comme ça, c'est un jeu. Et donc ça a vraiment été frustrant pour le 13. Mais vas-y, excuse-moi Lilo, du coup. Non, mais c'est vrai que là c'est le cœur qui parle, parce que c'est vrai qu'on parle de ça, on parle un peu de cette guerre, 15-13, on la ressent concrètement, de toute façon on la vit. Quand t'aimes le rugby, quand t'aimes le rugby et surtout quand t'aimes le 13, ça boue, t'as le sang qui boue en fait. Et c'est vrai que nous, quand on jouait, il y avait toujours cette passion, il y avait toujours cet amour, etc. Malgré le fait qu'on galérait, on n'avait pas de subvention, on n'avait rien du tout. La fédération s'en moquait royalement de nous. Une fois que le club avait été créé, on est allé chercher nos sponsors à bout le bras, taper au niveau des restaurants et tout, etc. Tu gérais un club. Exactement. Et j'en étais le président. Et du coup, c'est vrai qu'on a toujours gardé en fait cette rancœur contre le 15. Vraiment. Nous, sport populaire, eux, sport bourgeois. Voilà. Alors, ce qui est paradoxal, puisque les masses populaires aujourd'hui vont voir le 15. Bien évidemment. Comme moi. Juste pour, pour essayer, j'espère en tout cas, terminer sur une note un peu plus positive. Toi, comme ça, t'es un peu plus reposé, parce que forcément, il y a du ressentiment qui vient un peu voiler tout ça. Mais toi, tu proposerais quoi ? C'est-à-dire qu'il faudrait faire quoi ? Parce que, si tu veux, comme je le disais tout à l'heure, le reste du monde se bouge. Mais pas nous, justement. Qu'est-ce qu'il faudrait ici en France ? Alors déjà, il faudrait un véritable intérêt politique, déjà, au niveau de notre ministre des Sports, qui devrait s'intéresser un peu plus à ça. Malheureusement, c'est vrai que le sport, actuellement, en France, c'est plus notre sujet, c'est plus notre priorité, en fait. Ouais. Donc déjà, comme c'est plus notre priorité, qu'est-ce que tu veux qu'en fait, on s'intéresse au 13 ? Le problème... Mais en interne, déjà, il n'y a pas des espèces d'actions à donner pour rendre le sport sexy. En interne, déjà, il faudrait tout simplement qu'il y ait un véritable championnat qui se crée avec des accessions, avec des poules, comme on disait aussi, pour qu'on puisse montrer une vraie promotion aux joueurs, etc. Après, derrière, il faudrait que ça se professionnalise, bien évidemment. Et c'est surtout qu'il faudrait que, c'est comme tout, qu'un investisseur assez important amène des bifetons, en fait, et à ce moment-là, je peux t'assurer que la Ligue va s'y intéresser. S'il y a un millionnaire qui arrive, un millionnaire régional ou quelque chose comme ça, qui s'intéresse par exemple à un Olas ou compagnie, j'en sais rien, moi je les connais pas tous, malheureusement, et il faudrait qu'ils mettent des thunes, voilà, comme tu dis, Favre. Et derrière, on commencera à s'y intéresser. L'argent appelle l'argent. Ouais. Les autres investisseurs verraient ça, s'y intéresseraient, et il y aurait la volonté de créer un championnat. Qui dit championnat, dit ministre des Sports. Il faudrait déjà que ce soit sexy, c'est-à-dire qu'un investisseur, il ne va pas s'amener relever un sport moribond. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Juste pour dire que, je pense que je suis d'accord. Le problème, c'est que si on attend que le sport soit sexy pour le faire, tu n'auras jamais. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que pour que le 13 effectivement se développe, il faut un mécène fort. Parce qu'on critique, tu sais, le fait qu'ils soient régionalistes, mais en Angleterre, c'est pire. Les clubs de Super League, ils sont dans la bande Manchester, tout ça. Ils n'ont pas... À Londres, il n'y a aucun club ailleurs. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que je pense qu'effectivement, pour se professionnaliser, il faut un mécène, à mon avis, effectivement. Et il faut une professionnalisation pour amener le cercle vertueux du développement de ce sport. Et il faut effectivement un système de promotion pour dire aux jeunes, voilà, tu vas pouvoir monter dans un club de l'élite. Et si par bonheur tu atteins l'élite 1, tu pourras aller vers les Dragons catalans, vers les Toulouse Olympiques. Et pourquoi pas représenter la France en Coupe du Monde tous les 4 ans, en Coupe du Monde de 13.
Il faut créer ce rêve. Et la Fédération française de rugby à 13 ne crée pas les moyens d'atteindre ces rêves, en fait. Ou de communiquer autour de ces rêves, tout simplement. Même communiquer. Rien que la communication, c'est clair. Et Léo, contrairement à ce que tu crois, la Fédération anglaise communique sur ce rêve puisqu'il y a une augmentation du nombre de clubs de 13. Parce qu'il y a une demande sportive en réalité. Donc il y a une demande sportive, athlétique, de participer à des équipes. Alors c'est fluctuant. Des gamins qui font 1 an ou 2 qui s'en vont, ou d'autres qui restent. Mais bref, le fait est que depuis 20 ans maintenant, avec la création de la Super League, celle qui accueille justement en ce moment les Dragons catalans, ça fonctionne. Il y a des clubs à Londres maintenant, il y a des clubs en dehors de la bande de Manchester. Alors ils sont amateurs, mais oui. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais tu vois ce truc-là. Tu sais, tu vois le gazon plus ou moins reverdir, mais pas ici, pas chez nous. Ça reste cantonné à cette espèce de zone autour des Corbières de Perpignan. Je te laisse conclure du coup. Alors voilà, pour conclure sur ça, je pense que de toute façon, hein, le gazon commencera à reverdir déjà par nous-mêmes, c'est-à-dire par rapport par le 13, exactement, par les joueurs, par les dirigeants des différents clubs, que ce soit aussi bien en amateur qu'en pro, vous voyez pas mes guillemets, voilà, semi-pro, et surtout, ne croyez pas, alors ceux qui m'entendent, les millions d'auditeurs qui m'entendent, ne croyez pas qu'en fait, quand vous jouez au 13, vous êtes un joueur de 15 raté. Si vous faites du 13, c'est parce que vous aimez ça, vous avez la passion de ça, et vous verrez, vous éclaterez comme pas possible. Vous êtes un futur joueur de football américain. Non, je déconne. On va pas rentrer dans ce débat-là. Alors, comme le temps avance, je voudrais juste qu'on fasse nos coups de cœur, coups de gueule, et on va finir là-dessus, du coup. Vous voyez, le conducteur, on va pas le respecter totalement. On parlera une prochaine fois de la Minute Geek et puis de l'insolite. On aura l'occasion. En coup de cœur. Ouais, parfait. Du coup, Ludo, coup de cœur, coup de gueule. Alors, à la base, mon coup de cœur, donc, c'était un coup de cœur un peu mitigé, puisque c'était la baisse des salaires des Grenoblois. Je trouvais ça beau quand même pour sauver leur club. Et puis au final, ça va être donc la sortie en animé du manga All Out, donc le manga japonais qui est sorti depuis 2012, qui est du genre Neketsu en fait, chaud bouillant, sang bouillant en fait. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Si je perds ce match, mon équipe sera virée du championnat et on finira sous les ponts. C'est la fin du monde. Voilà, c'est la fin du monde. Et du coup, il fait 20 mètres, il écrase le ballon et ça explose la moitié de la planète quand il marque l'essai. On n'est pas dans Press of Tennis. Et du coup, voilà, c'est mon petit coup de cœur parce que bon, autant le chara-design de certains personnages me paraît un peu étrange. Mais voilà, un anime sur le manga, oui, tout à fait. Sur le rugby, ça me plaît bien, donc ce sera mon coup de cœur. Ouais, All Out. curieux en tout cas. Voilà. Et ton coup de gueule ? Et mon coup de gueule, c'est les guerres intestinales, intestimoniales. Donc pour la présidence de la FFR, où ça y est, on recommence à entendre un peu les coups bas de tout le monde. Et au final, tout le monde veut avoir sa belle jaquette sur lui. Et je m'aperçois que dans les différents discours, on s'en fout complètement du rugby, en fait. C'est la FFR. Lui, il est méchant, lui, il est gentil, lui, il a dit ça. Il a dit qu'il voulait sortir la Nouvelle-Calédonie, etc. Alors que moi, je veux pas. Donc voilà, Laporte, Camus, c'est n'importe quoi. Boudjelal fait du Boudjelal, c'est-à-dire que moi je vais tout révolutionner, mais je vous en dis pas plus parce que de toute façon je serai pas élu. Donc voilà, ça commence à me saouler et c'est pas comme ça que le 15 va se sortir la tête de l'eau. Parfait. Damien. Bravo. C'est un vrai coup de gueule. Parfaitement résumé. Si j'ai un coup de cœur, c'est pour le rugby fauteuil. Ah. Parce que mine de rien, on n'est peut-être pas bon en termes de formation sportive, rapport aux Jeux Olympiques, avec les Anglais qui ont raflé un nombre de médailles incalculable pour une population moindre que la nôtre, et nous, on arrive loin derrière. Et aux Paralympiques, on se retrouve avec du rugby fauteuil, par contre, à la télé, télévisé du coup, et je trouve que c'est bien, c'est très très bien. T'as l'émission Diane Barthès qui s'est copieusement moqué des écarts de langage et en même temps
Franchement, ouais, il y avait matière à. Mais malgré tout, c'est passé à la télé. C'est beau, c'est passé à la télé et c'est bien justement. Il faut passer ça à la télé. Et puis il faut voir que c'est pas simplement des gens qui se font plaindre parce que après voilà, faut aller un peu au-delà des reportages de France 2 parce que forcément ça, c'est regardé comme c'est formidable, il va au bout de lui-même. Oui, c'est un sportif, c'est un véritable sportif. Et souvent ils étaient même eux-mêmes sportifs avant, qu'un accident, enfin pour certains, qu'un accident leur vienne finalement casser leur vie. Et donc voilà, c'est des vrais sportifs, faut pas les prendre en pitié. Et tu vois justement le rugby fauteuil, pour moi c'est la meilleure incarnation de ça, parce que ça se castagne pour de vrai. Non mais c'est vrai, ça se castagne pour de vrai, ça se bat pour avoir un point de plus. Et justement, tu finis par oublier le côté paralympique et tu te dis voilà, c'est du vrai sport. Enfin voilà, il faut comprendre les règles après derrière, elles sont un peu cheloues, mais c'est du véritable sport et tu oublies le paralympique et je pense que c'était le but recherché. Est-ce que tu as un coup de gueule, Damien ? On vient d'en parler, mais c'est véritablement ça. C'est que en préparant cette émission, je me suis beaucoup renseigné sur le rugby à 13 et parce que j'étais bourré de clichés, notamment sur le cliché qu'on a, toi et moi notamment, que le rugby à 13 en Angleterre notamment se réduit à la bande des Midlands, entre Liverpool et Sheffield en gros, enfin voilà, Hull. Et en fait non justement, et plus je regardais ça et plus je me dis mais en fait merde, il se bouge quoi. Et ça rend d'autant plus criant finalement ce qu'on vient de dire, le fait que le reste du monde se bouge les miches, sachant que c'est un sport mineur, sauf les Français. Voilà. Ok, bon moi je vais aller vite, coup de cœur, je vais tricher, ça sera le Japon en général parce que en fait les 1 an de la victoire du Japon contre l'Afrique du Sud l'année dernière, c'était énorme. Enfin, moi, si vous m'aviez vu, j'étais en train de casser plusieurs tables, je pense, quand j'ai vu le match. Et puis, globalement, le Japon, parce qu'en rugby à 7, aux Jeux Olympiques, ils ont fait un énorme exploit en battant la Nouvelle-Zélande. Le Japon, globalement, est un coup de cœur parce que c'est vraiment un pays émergent. Et plus qu'émergent, puisqu'aujourd'hui, voilà, ils sont retournés en Elite World Series 7. Ils sont reconnus. Ils sont respectés maintenant en termes de rugby à 15. Je ne sais pas l'état du rugby à 13 au Japon. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, en termes de rugby à 15... Je pense, ouais. C'est juste à la fac. Voilà. Donc, coup de cœur pour le Japon. Voilà. Et puis, coup de gueule, Toulouse. Moi, je suis à Toulousain d'origine. Le Stade Toulousain, malheureusement, enchaîne probablement une deuxième saison de transition, alors que c'était déjà une saison de transition l'année dernière. Est-ce que Toulouse, c'est pas un peu le Marseille finalement du rugby? C'est-à-dire tous les ans, t'as des transitions et tout. Je ne te laisserai pas dire ça. Genre, c'est promis, l'an prochain, on se bouge. Non, la vraie question qui se pose, c'est que je ne comprends pas comment le club peut autant dépendre d'un entraîneur, puisqu'en fait, vraiment, c'est le départ de Guinoves qui a déclenché cette phase transitoire. Même si Guinoves, déjà à la fin de son cycle, on sentait déjà venir le léger déclin du club. Mais ce qui est un peu incompréhensible, c'est qu'on prônait, le discours était jeu de main, jeu de Toulousain. Donc en gros, c'était le jeu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Toulouse qui n'a plus d'identité. Enfin, il faut être clair, je ne retrouve plus d'identité de Toulouse. Et c'est un bien mauvais signal envoyé aux autres clubs français pour dire... Moi, je pense que pour survivre en tant que club, il faut avoir une identité parce que c'est comme ça qu'on fait venir des spectateurs, c'est comme ça qu'on a des fans dans le monde entier, c'est parce qu'on a une identité et un drapeau. Voilà, c'est sur ces mots-là que je finis. Et que ça fait plaisir à voir jouer justement le samedi ou le dimanche quand tu vas Même si c'est pas beau, mais en tout cas, tu as une identité. Si tu dois être une équipe avec des lourds devant en première ligne et tu fais du pick and go, on s'en fout, mais c'est ton manière de jouer. Et voilà, et tu sais pourquoi tu viens au stade finalement. Exactement. Tu te dis, je vais voir jouer les Toulousains, c'est pas grave s'ils perdent, mais au moins il y aura de la castagne. C'est ça, exactement. C'est sur cet accent toulousain très mal fait que nous avons fini cette émission. Oh mon Dieu. C'était bien décousu pour une première, j'en suis certain. On s'améliorera certainement pour les prochaines. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On retrouvera tout ça sur la chaîne YouTube Aléo Sport et puis sur la page Facebook Léo Rugby Club. Merci Damien. Merci de cette première. Merci. On se retrouvera dans quelques semaines pour refaire un nouveau point, d'autres débats, d'autres coups de cœur, coups de gueule sur le rugby. Et puis je vous souhaite à tous à bientôt et puis à la prochaine.